Hotep, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette nouvelle communication. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous entretenir sur la couronne rouge qui forme l'un des attributs de la royauté dans la vallée du Nil. Et nous fondons cette communication sur ce livre, Les caractères éthiopiens, récemment paru aux éditions Lulu. C'est un livre dans lequel nous présentons une méthode qui nous paraît judicieuse pour la lecture effective des caractères sacrés. Et ce livre est actuellement disponible sur le site www.lulu.com. Alors, cette couronne rouge, la voici coiffant le pharaon appelé Muntu Hotep dans les ouvrages de vulgarisation. Et elle est appelée Deshret dans ces mêmes ouvrages de vulgarisation, qui est la lecture que les manuels d'égyptologie accordent à la graphie qui rend compte du nom de cette couronne. Donc la graphie, nous la présentons ici, qui distingue un certain nombre de signes que nous allons étudier tout à l'heure dans le détail. Et nous rappelons que notre méthode consiste à nous émanciper de cette translittération qui a vocation à favoriser l'aspect, disons, alphabétique des caractères sacrés, et nous focalisons notre attention essentiellement sur les idéogrammes, c'est-à-dire les objets représentés au sein de la graphie pour arriver à une meilleure compréhension des concepts auxquels s'attachent finalement les graphies que nous décrivons. Puisqu'il faut se rappeler, il faut se souvenir que les caractères sacrés sont d'abord et avant tout des idéogrammes. Alors cette graphie translittérée d'Eshret distingue un oiseau que nous représentons ici. Il s'agit d'un flamand. Et cet oiseau est finalement le signe qui rend compte de la notion de rougeur ou de la couleur rouge dans le lexique pharaonique. C'est la raison pour laquelle on retrouve cet oiseau associé au nom de la couronne dite de Basse-Égypte. En réalité, bon, nous en reparlerons tout à l'heure, mais il est bien important finalement quand même de décrire les objets représentés. Et ici, nous avons naturellement un flamand. Alors, pourquoi le flamand? Nous allons le comprendre en considérant l'oiseau lui-même, c'est-à-dire l'idéogramme. C'est au fang, ndomé et chasse, avoir de longues jambes, que nous donnons de caractériser le déterminatif de la couleur rouge en égyptien pharaonique. Nous verrons en effet que le fang ndomé, mot qui désigne les échassiers d'une manière générale, est une variante effective du bassa ndom, rouge vif, rougeur foncée. En bassa, le terme ndom décrit ou décrira tout ce qui fait penser au rouge vif. Le zoulou présente umlomo, bouche, le bemba, lomo, les lèvres. Pourquoi nous amenons ce thème? Il fait naturellement référence au signe qui suit le flamand dans la graphie que nous avons ici encerclé. En rouge, il s'agit du signe D21 de la liste de Gardiner qui représente effectivement une bouche. Donc naturellement, entre la bouche et les lèvres, le lien nous paraît évident. C'est la raison pour laquelle ici le Zoulou dira notamment umlomo, la bouche, et puis le bemba, lomo, les lèvres. Le signe D21 qui montre une bouche peut être associé au kisi, ndomo, les lèvres, matengo, ndomo, les lèvres, le mpoto, ndomo, les lèvres, le mavia, lumdomo, les lèvres, variante du Zoulou, umlomo, la bouche. Et je rappelle naturellement que le matengo, ndomo, lèvres, est une variante effective du bassa, ndom, rouge vif, et du fang, ndomé, échasse. Le kisi, ndomo, lèvres, est la métathèse, c'est-à-dire inversion des phonèmes, du mboshi, mondo, rouge. Donc je reprends. Le kisi, ndomo, lèvres, est une métathèse du mboshi, mondo, rouge. Le bobangi propose mondo, rouge. Le tetela, wondo, rouge. Le lingala, mondo, rouge ou bomondo, la couleur rouge. Donc c'est la raison pour laquelle ou le motif pour lequel nous trouvons cet échassier, donc le flamand, associé à la couleur rouge
dans le lexique pharaonique. Alors, cette communication est particulière parce que nous allons en fait approcher le thème de cette couleur rouge par une voie qui est tout à fait intéressante et vous allez vous en rendre compte parce qu'il faut se souvenir que dans le lexique pharaonique, l'abeille et cette couronne rouge portent le même nom, comme on le montre ici. Ce sont des graphies attestées. Donc, on dira par exemple bit, ainsi que l'on translittère le nom de l'abeille dans les manuels de vulgarisation. On dira donc bit, couronne de Basse-Égypte, ou biti, roi de Basse-Égypte. Donc, il y a une relation immédiate, comme on le voit ici, entre l'abeille et cette couleur rouge. Cette relation est très importante et vous allez vous en rendre compte, c'est la raison pour laquelle je n'insiste pas trop finalement sur la première partie de cette communication qui consiste à rappeler que le flamand rend compte de la couleur rouge en égyptien pharaonique parce que pour ce thème, pour cette communication, j'ai choisi de focaliser notre attention sur le lien qui unit l'abeille à la couleur rouge, car ce lien est capital et vous allez vous en rendre compte, bien évidemment. Alors, je rappelle ici donc les noms de l'abeille dans les langues de la cuvette éthiopienne, au sein des langues donc, éthiopiennes. Nous aurons par exemple le Mbende abeille, le Gwere Nzoki abeille, le Baka Poki miel, le Kinande Obuki le miel, le Karabuika l'abeille, etc., etc. C'est une liste que vous pouvez également parcourir. Et le motif, en fait, de ce nom est donné par le déterminatif ici qui rend compte du nom de l'abeille, qui est le numéral 1 au sein des langues éthiopiennes. Parce que vous savez, par exemple, qu'en Bassa, on dira pok pour dire 1. C'est la raison pour laquelle nous aurons le baka poki, qui pour dire miel. Ce n'est qu'une variante phonétique, c'est la même racine en fait qui est sollicitée. La même remarque est valable pour le Gwerenzoki, etc. Donc, le motif pour lequel nous avons comme déterminatif le signe Z1 qui rend compte du numéral 1 en égyptien pharaonique est amené en fait par le nom de l'abeille dans les langues éthiopiennes qui tourne autour de ce numéral, car on dira mbok, etc., poki, etc., ou bok, poko, etc., moko, au sein des langues éthiopiennes pour décrire finalement le numéral 1. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons ces correspondances. Ici, je passe, c'est des choses que nous avons déjà pu aborder par le passé. Donc nous passons, c'est simplement ici un rappel pour bien marquer la césure finalement qui nous distingue des lectures habituelles des hiéroglyphes, car nous nous fondons finalement sur les idéogrammes. Et ici, je n'étudie même pas la graphie dans son ensemble parce que ça paraît très long, puisque le pied et ce signe qui suit, qui est considéré comme un roseau fleuri, et puis l'abeille elle-même, finalement, renforce cette lecture. Mais nous n'allons pas aller dans ce détail parce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui pour la bonne compréhension du thème que nous souhaitons en fait aborder aujourd'hui. Alors, cette couronne est décrite comme un mortier plat rehaussé à l'arrière par une hampe verticale. Ça, c'est ce que disent Drioton et Vendier. Donc, je reprends. Cette couronne est décrite comme un mortier plat rehaussé à l'arrière par une hampe verticale. Et puis, Yuri Volokin note quant à lui que cette couronne consiste en un étrange mortier, ce sont ses termes, muni d'une lamelle spiralée. Voilà, donc je reprends. Cette couronne est décrite comme un mortier plat, rehaussé à l'arrière par une hampe verticale. Yuri Volokin note quant à lui que cette couronne consiste en un étrange mortier muni d'une lamelle spiralée. Alors pourquoi? Car effectivement, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il s'agit effectivement d'un mortier. Cette couronne représente un mortier stylisé avec son pilon. Nous le verrons tout à l'heure, mais c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces remarques ici qui paraissent dans les manuels d'égyptologie, car cette couronne est permanemment ou de manière tout à fait permanente associée à un mortier et rehaussée à l'arrière par une hampe verticale ou par un étrange, donc, ou décrite comme un étrange mortier, ça ce sont les termes de Volokin.
munie d'une lamelle spiralée. Donc la lamelle ici spiralée, on la voit bien évidemment. Alors, pourquoi cette couronne est associée au mortier? La raison est tout à fait simple, car il s'agit d'une simple relation d'homonymie, puisque le lien que cette couronne entretient avec l'abeille est décrit par le taureau oboki, miel, le baka poki, miel, kinande obuki, le miel, komo boki, miel, des homonymes du douala eboki, mortier. Donc, ce qui est important à considérer maintenant, c'est que cette relation qui unit l'abeille à cette couronne rouge est en fait fondée sur le nom de l'abeille qui est celui du mortier au sein des langues éthiopiennes. C'est la raison pour laquelle l'égyptologie fait cette relation sans toutefois expliquer pourquoi. Parce que si on vous dit que cette couronne se nomme Biti et on passe à autre chose, on n'a absolument rien expliqué. On ne saura même pas pourquoi, finalement, on associe cette couronne à l'abeille. Et ce sont les langues éthiopiennes qui permettent d'éclairer en fait ces zones qui ne sont pas explorées ou qui ne peuvent pas être explorées par les méthodes ou la méthode qui consiste à se translittérer et à courir finalement à l'alphabétisme, qui est un appauvrissement de la richesse des graphies. Donc je reprends ceci. Le lien que cette couronne entretient avec l'abeille est décrit par le taureau oboki, miel, le baka poki, miel, le kinande obuki, miel, le komo boki, miel, les homonymes du douala eboki, le mortier. Et naturellement, il n'y a pas que le douala qui est sollicité pour cette correspondance, car le nom générique du mortier au sein des langues éthiopiennes utilise la même racine qui rend compte du nom de l'abeille au sein des langues éthiopiennes. C'est la raison pour laquelle il y a cette relation qui paraît sur les bas-reliefs, dans les textes, dans les papyrus, etc. Donc le Lingala propose Eboka, le mortier, le Koyo Ebogo, le mortier. Les langues du domaine Manenguba, donc au Cameroun, présentent une série. Donc nous avons ici le Mbo, Ebok, etc., le Babon, Ibok, etc., le Fang, qui n'est pas une langue du domaine Manenguba, c'est la raison pour laquelle nous mettons ici entre parenthèses, dira Mbek, le mortier, ou Foré, le mortier, etc. C'est toujours la même racine qui est sollicitée. Et cette racine est aussi celle que décrit le nom du miel ou de l'abeille, car il ne faut pas oublier que le Baka propose notamment Poki, miel, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, qui n'est qu'une variante phonétique du Babon Ibok, le mortier. Voilà. Et cette couronne représente effectivement un mortier, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est très important. Bon. Alors, maintenant, cette lamelle spiralée, nous pourrons dire ceci. Le Fang, langue donc parlée dans la cuvette éthiopienne, présente mbok, spirale ou torsade. Donc enfin, le Fang dira mbok, spirale ou bok, tordre, tressé. Des variantes effectives du tunnen ombok, le miel. Encore une fois, les relations ici sont permanentes. Le swahili awoki, le miel. La corde, car il s'agit naturellement d'une corde spiralée en fait. Cette lamelle, c'est une corde. À la base, c'est une corde. C'est la raison pour laquelle nous rappelons que la corde se nomme bokol en poulard ou bokol en foufoulde. Le bassa présente ko, corde, forme qui permet finalement de préciser la racine oka qui permet de décrire tous ces termes associés à la couronne rouge. Le lien que cette couronne, car je vous demanderai ici d'être attentif, car nous allons faire une progression. Le lien que cette couronne rouge entretient avec l'abeille sera décrit à partir du bassa kui, être rouge, une métathèse du kwere, yuki, abeille. Donc une métathèse, je le rappelle, c'est une inversion de phonème. Donc, le kwere va dire yuki, abeille, le bassa va dire kuyi, être rouge. Donc ce n'est qu'une inversion de phonème, c'est la raison pour laquelle on trouve cette couronne non seulement associée à l'abeille, mais également associée à la couleur rouge. Donc je reprends. Le lien que cette couronne rouge entretient avec l'abeille sera décrit à partir du bassa kuyi, être rouge, une métathèse du kwere yuki, abeille. Le bassa kuyi, être rouge, montre une variante avec kuyus, rendre rouge, rougir. Le substantif est koyop, rouge.
Donc, parce qu'il y a plusieurs termes en bassa, naturellement, pour rendre compte de la couleur rouge. Hein. Ça, faut se le dire. Donc, il y a notamment dôme, que j'ai présenté tout à l'heure, mais également kuyi, qui signifie être rouge. Donc, là, on dira koyopko, être de couleur écarlate. Le sonenke a kuyi, car maintenant, je vais présenter des homonymes. Vous allez voir, en fait, comment le développement se fait autour de cette racine. Car il s'agit, en fait, du nom de l'abeille. Si vous avez compris, en fait, le système et la manière d'amener cette lecture. Donc, le sonenke a kuyi, offrir, kuye, cadeau, don ou kuyana, prodigue, généreux, celui qui donne. Bon. Toutefois, ce sont les langues du domaine dogon qui fourniront le sens soutenu par cette couronne. En effet, le Momba propose kuye, coudre, donc le verbe coudre. Le Najamba, koye, coudre. Le Beni, kuyi, coudre. Et le Walo, koyi, coudre, qui sont des homonymes du Yornoso, kuyi, pilan, ou du Tomboso, kuyi, pilan, l'objet décrit par la hampe verticale que présente la couronne rouge. Donc, le Yornoso, le Tomboso, le Najamba, etc. ne sont que des variantes au sein du domaine Dogon. Ce sont des langues qui font partie des parlers du peuple Dogon. Donc, nous sommes ici dans le même univers, j'allais dire, culturel, quoique ceci concerne en réalité toute l'Éthiopie, donc toute l'Afrique. Mais je précise simplement pour ceux qui ne se représentent pas tout à fait ces langues, ni d'où qu'elles proviennent, qu'il s'agit des parlers soudanais, dits soudanais en fait, donc qui sont parlés en Afrique occidentale notamment, en Éthiopie occidentale. Donc je reprends. Le lien que cette couronne rouge entretient avec l'abeille sera décrit à partir du bassa kuyi, être rouge, une métathèse du kwere, yuki, abeille. Le bassa kuyi, être rouge, montre une variante avec kuyus, rendre rouge, rougir. Le substantif est koyop, rouge. L'on dira koyopko, être de couleur écarlate. Le sonenke a kuyi, offrir, kuye, cadeau, don, ou kuyana, prodigue, généreux, celui qui donne. Toutefois, ce sont les langues du domaine dogon qui fourniront le sens soutenu par cette couronne. En effet, le Mombo propose kuye, coudre, le Najamba, koye, coudre, le Beni, kuyi, coudre, et le Walo, koyi, coudre, qui sont des homonymes du Yornoso, kuyi, pilan, ou du Tomboso, kuyi, pilan, l'objet décrit par la hampe verticale que présente la couronne rouge. Le pilan se dit toum en bassa. Le bassa toum, pilan, est l'homonyme du proto-grassfield, donc langue parlée au Cameroun occidental, toum, coudre. Le fang présente ntoum, couturier, celui qui coud, ntouma, cousu, toum, coudre. Je reprends. Le pilan se dit toum en bassa. Donc le pilan qui est en fait cette hampe verticale qui surplombe la couronne en réalité. Il faut savoir qu'en fait cette couronne représente un pilon avec son mortier. Ça c'est la base qui a ensuite été stylisée pour pouvoir suffire sur le chef du roi. Voilà. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et la symbolique est très forte. Je ne parle même pas de la symbolique du pilon et du mortier au sein des langues éthiopiennes, puisque ceci est lié directement au thème cosmogonique. Cela se rapporte à la naissance de l'univers, un certain nombre de choses en fait qui existent. Pour poursuivre cet aspect, je vous invite à consulter des ouvrages qui traitent des cosmogonies éthiopiennes et vous verrez en fait à quoi renvoie cette symbolique. C'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement important. Mais ce n'est pas utile pour cette communication que nous voulons courte. C'est la raison pour laquelle nous n'insistons pas sur ces aspects. Le pilon se dit toum en bassa. Le bassa toum pilon est l'homonyme du proto-grassfield toum, coudre. Le fang présente toum, couturier, celui qui coud, touma, cousu, toum, coudre. Bon. Pourquoi ces mots se rapportent à la couture? Ici, je suis obligé d'amener un aspect très important pour pouvoir poursuivre, car si cet aspect n'est pas traité, on ne va pas comprendre pourquoi cette couronne est associée à la couture. La raison pour laquelle, en fait, les mots de cette couronne justifient de l'attribut que présente ici cette divinité, entre guillemets, que l'égyptologie a appelée Net, et dont le nom finalement s'écrit avec une nacelle de tisserand. Voilà, car le fait de tisser, de coudre est intimement et directement associé à cette divinité que vous voyez ici représentée, et elle est l'unique divinité, entre guillemets, qu'on représente généralement coiffée
de la couronne rouge. Et le motif de ceci est simplement établi en fonction des mots de la couture amenés par cette couronne que je viens de décrire. Voilà. C'est un aspect important. L'objet de cette communication, ce n'est pas net, car elle demanderait des développements très importants, puisqu'elle est très importante pour comprendre comment dire, la philosophie égyptienne, parce qu'elle est associée aux cosmogonies, etc. Mais j'amène simplement cet aspect parce que ça peut surprendre de trouver les mots de la couture associés à la couronne. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'autres mots pour désigner la couronne au sein des langues éthiopiennes. Et ça, je vais le montrer. Parce que le fait de coudre est très important puisqu'il est également lié directement, comme l'attestent par ailleurs les cosmogonies de Gon, à la naissance de l'univers. Voilà. Bon. Alors ici, je vais lire un petit texte de Marc Filonenko qui dit la chose suivante, simplement pour préciser certains aspects qui vont nous permettre en fait de comprendre de quoi il s'agit précisément et à quoi renvoie cette couronne rouge. Net fut associé ou net fut identifié ou net fut aussi identifié à l'abeille. Donc cette relation est en fait permanente, hein, l'abeille et puis la couronne rouge. Le motif de cette identification naît des mots de l'abeille et puis de ceux du mortier, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Net fut aussi identifié à l'abeille. La Basse-Égypte s'écrivait en effet par le coléoptère et Net était l'une des déesses qui représentait cette partie du pays. De plus, le sanctuaire saïtique, donc de la ville de Saïs, de la déesse s'appelait, on s'en souvient, le château de l'abeille. L'assimilation de l'abeille à Net était donc tout à fait naturelle. De fait, un texte démotique fort curieux établit un rapport précis entre Net et l'apiculture. Donc le texte, le voici. Y a-t-il du respect pour la mouche qui construit son rayon de miel dans la ruche, tandis qu'elle sent le fumier de la vache dont elle est sortie, laquelle est nette? Je vais éclairer en fait cette relation qui n'est pas tout à fait claire lorsqu'on traduit le texte d'après les canons de l'égyptologie actuelle. Car comment comprendre le lien ici entre l'abeille et la vache? C'est un point d'interrogation. Mais je vais l'éclairer tout à l'heure. Par contre, je vais simplement rappeler encore une fois ce texte. Net fut aussi identifié à l'abeille. La Basse-Égypte s'écrivait en effet par ce coléoptère et Net était l'une des déesses qui représentait cette partie du pays. De plus, le sanctuaire saïtique de la déesse s'appelait, on s'en souvient, le château de l'abeille. L'assimilation de l'abeille à Net était donc tout à fait naturelle. De fait, un texte démotique fort curieux établit un rapport précis entre Net et l'apiculture. Et je présente ici le livre La philosophie égyptienne du Christ, dans lequel je parle bien amplement de Net. Donc ceux qui ont lu cet ouvrage sauront en fait à quoi renvoie cette divinité et les mots qu'elle sollicite en fait. Parce qu'il faut savoir que Net est bien elle, c'est bien elle qui devient Athéna chez les Grecs. Ceci est d'ailleurs rappelé par c'est Platon dans le Timée. Il lui fait une relation entre Athéna et puis Net, donc de la ville de Saïs en fait. Donc c'est des choses qui existent. Et puis Athéna naturellement est liée à la couture. C'est des choses aussi que vous pouvez aisément vérifier. Et donc le texte auquel fait référence Marc Filonenko, le voici. Y a-t-il du respect pour la mouche qui construit son rayon de miel dans la ruche, tandis qu'elle sent le fumier de la vache dont elle est sortie, laquelle est nette? Alors le motif qui permet d'associer en fait l'abeille à la vache est encore fondé à partir des langues éthiopiennes, naturellement, puisqu'il s'agit encore une fois d'une relation d'homonymie. C'est la raison pour laquelle on trouve la vache ou les bovidés d'une manière générale associés à l'abeille. C'est aussi la raison pour laquelle on appellera par exemple le taureau Apis, du nom d'Apis qui signifie abeille en latin. Donc c'est tout, parce que les mots en fait des bovidés sont ceux de l'abeille au sein des langues éthiopiennes. C'est la raison pour laquelle il y a cette relation, mais qui ne paraît pas comme une évidence lorsqu'on aborde les caractères sacrés du point de vue des translittérations ou des lectures qui sont actuellement offertes par les manuels de vulgarisation. Donc je dirais par exemple la chose suivante, c'est que le douala nyaka bovidé est une variante du poulard nyaki, abeille, ou nyaku, abeille. Cette relation est une évidence. Le chiluba présente niki, abeille, la variante du kibonde nyuki, donc abeille. Le pongwe propose nyare, bovidé, qui est une variante effective du fufulde nyaru, l'abeille. Donc ce n'est qu'une relation d'homonymie en fait qui permet de soutenir la relation, la correspondance si vous voulez, entre
la vache et puis l'abeille, qui sont des symboles dédiés ou consacrés à la reine du ciel, car Neth, naturellement, incarne la voûte céleste aussi. Ce sont des choses euh, qui existent, mais que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Le filet d'eau, ça je le dis simplement pour compléter la lecture de la graphie, car nous avons ici la nacelle de tisserand, donc le lien avec la couture, le tissage, etc. est une évidence. Par contre, le filet d'eau qui entre dans cette graphie est décrit à partir de formes telles que le beti, osue, rivière, fleuve, la variante effective du ngwa, osue, abeille, le koyoa, nzoe, abeille, le lingala, nzoi, abeille, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on trouve net associé à l'abeille en fait. C'est simplement pour compléter la lecture. Ces listes ne sont pas exhaustives. Et c'est un vocabulaire qui est extrêmement riche, qui renvoie un nombre considérable de concepts au sein des langues éthiopiennes. Et si je passe, et je n'aborde pas la question de la galette de pain, car il s'agit naturellement d'une désinence pour la forme féminine. C'est simplement pour dire que ce mot est un féminin. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à la couronne ici, coiffant le pharaon, enfin pharaon, entre parenthèses, puisqu'on sait maintenant que ce n'est pas tout à fait le nom qui distingue le maître du double pays, mais on va l'utiliser par convention. Donc, il s'agit de Ramsès III, ainsi nommé dans les manuels de vulgarisation. Nous allons donc revenir à ce symbole pour dire la chose suivante. Le bassa kuyi, être rouge, est la métathèse du kwere yuki, abeille. Le bassa kuyi, être rouge, est la variante du bombo, kuye, coudre, du najamba, koye, coudre, du beni, kuyi, coudre, du walo, koyi, coudre. La spirale, donc la lamelle spiralée, qui représente donc cette spirale, donc la spirale se nomme Inyak en Kalenjin, qui est une langue parlée au Kenya, une des principales langues du Kenya. Donc la spirale se nomme Inyak en Kalenjin, variante du Douala Nyaka, bovidé, du poulard Nyaki, abeille. Donc, ce n'est qu'une succession, encore une fois, d'homonymes qui renforcent simplement la symbolique de cette couronne. Parce que si le Kalenjin dit Ignac et qu'il s'agit du nom de l'abeille, il ne faut pas s'imaginer que c'est un hasard. Ça, il ne faut certainement pas s'imaginer que c'est un hasard. Parce que vous allez voir, dans les langues éthiopiennes, il y a comme ça des listes et parfois il y a des surprises. Mais elles sont toujours justifiées si l'on considère la tradition ou la culture dans son ensemble. Car rien n'est jamais, un mot n'est jamais le fruit du hasard. Ça, c'est quelque chose que dément absolument les caractères sacrés. Il y a toujours une relation. Donc même si vous avez une liste de mots et qu'il y a certains termes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, il faut savoir que ceux-ci renvoient à autre chose. Donc il faut connaître la culture, la tradition pour comprendre finalement pourquoi telle langue utilise tel mot pour nommer tel objet, etc. Donc c'est un peu ça. La spirale se nomme Ignac en Kalenjin, donc c'est une des langues principales du Kenya, variante du Douala Nyaka, bovidé, du Poulard Nyaki, abeille. La spirale se dit Ikunza en Zaramo ou Kunja en Shuka, qui est aussi le nom de l'arc, qui se dira Kunja à Kibondei, l'autre attribut que présente Net, car Net naturellement a aussi comme attribut l'arc. C'est la raison pour laquelle elle va évoluer finalement avec Diane, puis Artémis, etc. Ce sont ces divinités qui peuplent la mythologie grecque, mais elles sont directement issues en fait de ces considérations qui nous viennent naturellement de la vallée du Nil. Donc la spirale se dit Ikunza en Zaramo, Kunja en Shuka, le nom de l'arc qui se dira Kunja en Kibondei. Et naturellement, l'arc est intimement lié aussi. Je ne l'ai peut-être pas rappelé, mais il faut savoir que l'arc est directement associé au fait de coudre, de tresser, de tisser, puisque les mots de l'arc renvoient à ces concepts au sein des langues éthiopiennes. C'est des choses que j'ai déjà abordées, raison pour laquelle je n'insiste pas ici, mais nous ne disons pas ça en vain. Voilà. Donc la spirale se dit Ikunza en Zaramo, Kunja en Shuka, le nom de l'arc qui se dira Kunja en Kibondei. Autre attribut que présente Net. Le Zaramo présente Kunza, arc. Le Yao, Kunje, arc. Des termes qui précisent également le lien que cette couronne entretient avec la couleur rouge, puisque nous aurons notamment le Chiruba, Kunza, rouge, Kunzu, très rouge. Le Gweno, Of, Kundu, rouge, donc qui est une variante effective du Chiruba, Kunzu. Donc le Gweno dira Kundu, rouge, Lazu, Kundu, rouge, le Taveta, Kundu, rouge, le Lunda, Mukundu, rouge, le Bundu, Ukundu, rouge, et le Duruma, Kundu, rouge, sachant que le Chiluba, Kunza, rouge, est la variante
du shuka, kunja, spirale, l'objet décrit par la couronne rouge. Donc il y a un renforcement en fait au niveau du symbolisme. Lorsqu'on présente cette couronne et qu'on la présente rouge, il faut savoir que ceci est justifié à partir des langues éthiopiennes, comme je le montre ici. En fait, voilà. Alors maintenant, cette liste que je présente en fait est importante. Je ne dirais pas assez parce qu'elle demanderait un développement très important, mais je vais faire court. Donc, je vais simplement dire une chose, c'est que cette spirale que vous trouvez sur la couronne rouge est la même qui nomme le cheveu ou la tresse de cheveux en égyptien pharaonique, comme je le présente ici avec la graphie. C'est une graphie que nous avons récemment étudiée, raison pour laquelle je ne vais pas y revenir non plus. Mais je veux simplement vous dire que cette couronne et cette spirale que vous trouvez ici, c'est la même spirale qu'on trouve ici avec le nom de la tresse du cheveu, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un lien immédiat entre le fait de coudre, de tresser et puis cette couronne, entre autres. Mais je dis ceci, parce qu'il faut maintenant approcher des mots du nœud, de la couture, de la spirale, etc. au sein des langues éthiopiennes pour comprendre quelque chose de fondamental. Car cette couronne va nous donner, va nous ouvrir un champ très important, un champ sémantique très important. Donc nous aurons par exemple ici le bassa ting, ou litin, pardon, parce que je fais sauter le préfixe de classe. Donc le bassa litin, qui signifie donc le nœud, mais le douala dira tinga, le nœud, le bakoko, tinga, le nœud, le lingala, tunga, donc qui est une variante de tinga, qui signifiera donc lié, amarré, tressé, le kimbu, tunga, donc le nœud, nilamba, tunga, le nœud, le mavia, kunga, le nœud, le makonde, unga, le nœud, le daba, dunga, la spirale, le gore, dungue, la spirale, la vrille, le chiluba, tunga, coudre, le lomongo, tunga, tricoté, tressé, le pende, tunga, tressé, natté, entrelacé, le kunama, tunka, le nœud, le kikongo, tunga, coudre, le swahili, tunga, arranger, enfiler, le swahili, tunga, joindre des éléments divers. Ce que je vais dire ici, c'est simple, c'est qu'il faut savoir que ce vocabulaire, en fait, trouve ses origines ou ses assises dans les cosmogonies. C'est très important de le comprendre, c'est la raison pour laquelle il y a une relation immédiate entre le pilon et le mortier. Mais c'est des aspects que je ne veux pas traiter aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce vocabulaire trouve ses assises dans les cosmogonies, car le mot tunga, c'est un mot très important au sein des langues éthiopiennes qui signifie non seulement construire, mais qui désigne également le royaume. C'est un terme très important. Okay? Mais ici, je me limite à ces aspects parce que je ne veux pas densifier, si vous voulez, la communication. Je vais me limiter à la couronne rouge. Par contre, dans le livre La philosophie égyptienne du Christ, je présente ce terme tunga. Et très honnêtement, ce serait très long ici à décrire parce qu'il est également associé à la parole. C'est ce terme qui va devenir tong dans les langues eurasiatiques pour décrire non seulement le langage en tant que en tant que véhicule de la parole, si vous voulez, mais également la langue en tant qu'objet qui sert à parler, etc. Donc, c'est des choses très importantes parce que la parole est intimement liée à la notion au démiurge, si vous voulez, donc à la notion de création, entre guillemets. Donc, c'est un terme très important, mais je me limite ici pour ne pas densifier la communication car ce serait extrêmement long. Donc, j'ai rappelé aussi, car c'est une chose que je n'aborde plus ici parce que une communication récente a pu le mentionner, c'est que la spirale, par exemple, se dit nyonga ou nyungu au sein des langues éthiopiennes. Et par exemple, quand on dit nyenga en chiluba pour dire la spirale, la même racine est sollicitée, car le unga que vous trouvez ici, naturellement, est décrit par le trilitère ankh en égyptien pharaonique. Hein. Ce sont des termes qui tournent autour de cette trilitère, quoi qu'il ne soit pas présent ici. Il faut savoir qu'il est toujours omniprésent. C'est la raison pour laquelle on le trouve partout, finalement, en Égypte pharaonique. Parce que c'est un symbole qui rend compte de la particule élémentaire du langage que moi j'ai identifié au ok, à cette particule oka, qui est omniprésente au sein des parlers. Parce que quand on dit ok et puis on dit ong, c'est exactement le même terme. Ça, il faut le savoir, ce n'est qu'une manière en fait de vocaliser le terme. Donc quand on dit ankh ou ak ou ok, c'est exactement le même terme. Mais sauf que certaines langues vont le réduire et faire sauter le N.
mais c'est exactement le même terme. Et c'est la particule élémentaire du langage, finalement. Donc, je rappelle encore une fois, finalement, que ces termes se rapportent donc à la couture, au nœud, au fait de natter, d'entrelacer. Pourquoi? Parce que naturellement, le roi, c'est l'unificateur, ça, on le sait. Non seulement ça, c'est celui qui unit, c'est celui qui joint des éléments éparses, mais il est aussi dans la posture, si vous voulez, du démiurge, car c'est lui celui qui construit, etc. Donc c'est pour ça que ces mots-là, Tunga, qui sont des mots, qui est un terme très important au sein des langues éthiopiennes, se rapportent à tout cet univers que vous allez pouvoir vérifier notamment dans le livre La philosophie égyptienne du Christ. Bon. Alors, le Kunama, maintenant, nous allons comprendre finalement comment s'appelle cette couronne et pourquoi elle est associée au roi. Le Kunama Tunka, le nœud, qui est une variante de Tunga, qui signifie coudre en Chiluba notamment. Donc le Kunama Tunka nœud est l'homonyme du Sonenke Tunka, ou Tunke, qui signifie roi, souverain, chef, maître. Il n'y a pas d'autre terme en Sonenke pour désigner le souverain. Donc le Kunama Tunka nœud est l'homonyme du Sonenke Tunka, ou Tunke, qui désigne le roi, le souverain, le chef, le maître. En Bassa, le verbe coudre se dit Kongo, variante de Congo, qui désigne le royaume en Kikongo. Konga, signifiant réunir, Kongi, unificateur. Ce terme est à l'évidence lié au Bamwe Konzi, roi, au Lingala Mokonzi, chef, roi, maître, au Zulu Kozi. Le roi, naturellement, ces termes, je l'ai mentionné dans une précédente communication, sont également liés au faucon et au lion, donc qui sont des symboles majeurs de la royauté éthiopienne. Le Sukuma dira Fuma, coudre. Le Siya, Fuma, coudre. Alors, quand je donne ces termes, il faut savoir que les listes ne sont jamais exhaustives. Ce n'est pas seulement 2 fois que ça apparaît dans l'univers éthiopien. C'est parce que je ne veux pas être long, mais il faut connaître, ces listes sont présentes dans les livres. Donc, vous verrez les listes et vous verrez que ce sont des termes récurrents. Mais ici, j'en cite que 2 pour simplement indiquer la relation avec ce qui va suivre. Mais ce n'est pas exhaustif. Donc, le Sukuma dira Fuma, coudre. Et le Siya, Fuma, coudre, variante du Kikongo, Mfumu, le roi, le seigneur. Donc, nous avons ici donc, des thèmes de la royauté dans la cuvette congolaise ici qui apparaissent, donc, notamment avec le pin d'Mfumu, chef, roi, le Zigula, Mfumwa, le roi, Tumbuka, Fumu, le chef, le roi, le Punu, Fumu, le chef, le roi. Ce sont des termes que vous connaissez. Naturellement, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est des thèmes que j'ai par ailleurs déjà étudiés dans certains ouvrages et que vous connaissez. Et qui se rapporte naturellement à la royauté au sein des traditions, dans la cuvette, au sein des traditions éthiopiennes. Voilà. Le Nyanko les propose Bazira. Maintenant, je vais quand même vous montrer que ça ne se limite pas simplement à nos traditions et vous montrer comment finalement certaines autres traditions ont récupéré ces concepts pour en faire les leurs. Par exemple, ici nous aurons donc l'exemple avec le Nyanko qui propose Bazira, coudre. Cette forme trouve également des variantes. Donc, nous aurons notamment le Runyoro, Bazira, coudre, le Kara, Balilo, coudre, le Kirundi, Barira, coudre, le Zinza, Bazila, coudre, le Toro, Bazira, coudre, le Shubi, Barila, coudre. Le Zinza, Bazila ou Kubazila, coudre, est vraisemblablement la forme à l'origine du terme Basileus, le nom générique du roi en Grèce. Le mot basileus, il faut le savoir, ne trouve pas d'étymologie au sein des parlers grecs. Si vous êtes curieux, vous irez mener une petite recherche pour vous rendre compte que l'histoire, la Grèce ne sait pas dire d'où vient ce terme qu'elle emploie pour désigner le roi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais ce terme, naturellement, vient des mots de la couture, en relation avec tout ce qui entoure finalement la figure de la royauté dans les traditions éthiopiennes, puisque le fait de coudre suppose d'unifier, etc. Donc c'est un peu ça. Donc la couture, ce n'est pas une activité simple hein, dans nos traditions. Il suffit de fréquenter les mythes, notamment les Éthiopiens, les mythes Dogon en particulier, pour comprendre ce que cela signifie que tresser. C'est très important, car c'est une notion enracinée dans les cosmogonies éthiopiennes. Voilà. Le Vilim Fumu, roi, est la métathèse, donc inversion des phonèmes du Chiluba, Mufu, nombril. Ok? Parce qu'ici, on fait une évolution, on passe à autre chose encore. Donc, le Vili, Fumu, roi, est la métathèse du Chiluba, Mufu, nombril, la forme décrite par l'autre couronne que présente le maître du double pays.
Donc ici, je n'ai pas abordé cette couronne blanche parce que je l'ai déjà fait dans dans certains autres ouvrages, notamment la philosophie égyptienne du Christ. Donc ceux qui ont pu lire le livre savent naturellement quelle est la relation ici que nous pouvons établir. Mais je voulais simplement le rappeler pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de lire le livre. Donc le vil Ifumu, roi, est la métathèse du Chiluba Mufu, le nombril, la forme décrite par l'autre couronne que présente le maître du double pays. Et ici on trouve donc unis ces deux couronnes, en fait qui ont la même symbolique. Ça il faut le savoir, c'est pas pour dire des choses différentes que le roi est coiffé ainsi. Il faut savoir que c'est la même symbolique à la base. C'est la raison pour laquelle cet ensemble de symboles forme sa couronne. Bon. Le lien que la couronne blanche entretient avec le nombril est décrit par Diodore de Sicile dans sa bibliothèque historique. Donc il dit la chose suivante. Les rois des deux nations, donc ici il parlait donc d'Éthiopiens et puis de ce qu'il appelait Égyptiens. Donc les rois des deux nations, Éthiopie et Égypte, portent aussi un sceptre semblable. Ils ont de plus sur la tête un bonnet long, ombiliqué au sommet et entouré de ces serpents que l'on nomme aspics. Donc, le terme ombiliqué, naturellement, vient de ombilique. Ombilique, c'est le nombril, naturellement. Quand on parle de cordon ombilical, notamment, cela fait naturellement référence au nombril. Donc, cette relation est immédiate. Cette couronne blanche fut directement associée au nombril et comprise comme telle même. Hein, déjà par nos ancêtres, c'est une évidence, mais aussi par les peuples qui ont côtoyé nos ancêtres. Donc le blanc de cette couronne, puisqu'elle est blanche, est décrit à partir de l'ewondom fum, blanc, l'éton pum, blanc, donc parce que le F se réalise en P, comme vous le savez, au sein des langues éthiopiennes. Donc le blanc de cette couronne est décrit à partir de l'ewondom fum, blanc, l'éton pum, blanc, le bassa pum, blanc. L'ewondom fum, blanc est la variante effective du kikongo fumu, roi. La relation que la couronne blanche entretient avec le nombril est aussi vérifiable avec la couronne rouge, puisque nous avons le bilandéré Bogu, Pilan, qui est un homonyme du Tabi Bogu, nombril, Toroso Bogu, nombril, ou du Togo Kan Bogu, le nombril. L'évêque B offrira Toti, Pilan, une variante du Douala Todi, ou Mutodi si vous voulez, mais je fais sauter le préfixe de classe. L'évêque B, parce que Todi c'est réellement le terme en réalité, donc l'évêque B offrira Toti, Pilon, une variante du Douala Todi, nombril. Le Lingala présente une série, donc Mutolo, nombril, Motuli, forgeron, Mutute, Pilon, Mututi, celui qui pile. Et nous rencontrons aussi des correspondances intéressantes, notamment avec le Bassa qui va dire toute, la couronne, Chiluba, Tutu, le nombril, le Yassa, Toto, le nombril, et le proto-bantou qui dit Tutu, le forgeron. Donc vous comprenez donc que naturellement, la royauté est d'abord une royauté de métallurgistes au sein des traditions éthiopiennes, ceci est parfaitement avéré, mais naturellement, le roi incarne la figure du forgeron, ceci pour des motifs divers. Nous n'avons pas le temps d'aller ici dans le détail, mais le forgeron, c'est le civilisateur par excellence dans nos traditions. Et la royauté est intimement liée au fer, au forgeron, dans les traditions éthiopiennes. C'est des choses que vous pouvez par ailleurs naturellement vérifier. Donc, nous dirons également ceci, c'est que le Gwere, Tunga, coudre, paraît comme une variante du Gévové, donc du Gabon, Tongo, le nombril. C'est toujours la même racine qui est sollicitée. Le Gwere, Tunga, coudre, paraît comme une variante du Gévové, Tongo, le nombril, du Mbandiri, Tongo, le nombril. Le Banda dira Tongu, nombril, le Douma, Tongu, nombril, et le Koyo, Tongu, le nombril. Le bâton pastoral que présente ici le roi se dira Tongo, en bassa, traduisant aussi Kan, crosse d'évêque. C'est ainsi que le bassa traduit Tongo ou Tongo. Le bakoko présente Tonga, la canne. Le Douma, Tungu, la canne. Le Pongwe, Tongo, la canne, des homonymes d'une bandiri, Tongo, le nombril. Donc quand vous rencontrez des représentations comme celle-ci qui présentent le roi avec la couronne blanche et une canne, il faut savoir qu'il est ici représenté comme le nombril. Mais le nombril de quoi? De l'univers en réalité, car ce sont des considérations que nous n'abordons pas ici, mais il faut savoir que le lien, il est là. Le roi est toujours représenté comme le centre. Et le nombril a cette symbolique d'être consacré au centre, en fait, tout ce qui concerne le centre. Donc ici, il pose en tant que roi, naturellement, mais aussi en tant que centre. Donc roi, centre de l'univers, en réalité. Donc c'est un peu comme cela qu'il faut percevoir ces
correspondance. Donc ici s'achève cette communication que nous avons voulu courte. Tout ce que nous avons pu dire, naturellement, se retrouve dans les livres actuellement disponibles, notamment avec le site www.lulu.com, mais également sur le site amazon.fr, .ca, .com, etc. Ce sont des ouvrages que vous pouvez retrouver assez aisément, finalement, avec l'outil Internet. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au TEP.